Leslie Varenne, bonjour. Bonjour. Journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans, vous êtes une spécialiste reconnue de l'Afrique, vous êtes directrice de l'Institut Iveris. Vous signez une analyse approfondie et sévère sur la politique de la France en Afrique, Emmanuel au Sahel, édité aux éditions Max Milo. Alors, itinéraire d'une défaite, rien que ça. Autopsie du déclassement français. Au bout de 7 ans de diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est un bilan cinglant que vous établissez sur le Sahel. Oui, enfin, je fais un bilan cinglant. Moi, je raconte des faits et je prends chronologiquement à partir du moment, à partir de son premier voyage à Gao, 5 jours après son investiture, jusqu'à la fin de l'écriture du livre. Donc, c'est un bilan cinglant, mais ce ne sont qu'une suite de faits et d'analyse des faits de ce qui a été conduit au Sahel, qui a quand même, et ça c'est pas subjectif, la France a été obligée de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc c'est bien que quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est bien que la diplomatie française, Emmanuel Macron, parce qu'on le voit là, juste dans l'actualité, actuellement, il a annulé la conférence des ambassadeurs. C'est la première fois depuis 30 ans, depuis 1993, que cette conférence est annulée. Mais en réalité, c'est juste le constat qu'il fait la politique étrangère tout seul. Elle se fait à l'Élysée. Et donc, il se moque un peu du Quai d'Orsay, un peu beaucoup même, du Quai d'Orsay, des ambassadeurs, etc. Donc, c'est vraiment, je ne veux pas personnaliser, mais c'est vraiment parce qu'Emmanuel Macron gère tout seul ou avec un tout petit groupe de conseillers que forcément ce bilan c'est le sien. C'est pas le bilan de la diplomatie française, c'est pas le bilan du Quai d'Orsay, c'est pas le bilan de l'armée, c'est son bilan puisqu'il a agi d'une façon autoritaire seul. Personnel. Alors, néanmoins, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, sur l'Afrique sahélienne, il hérite d'une situation. Il n'est pas seul responsable. Nicolas Sarkozy, François Hollande ont effectué des choix importants. La France avait été accueillie à bras ouverts comme libératrice au Mali en 2013 avec l'opération Serval. Et effectivement, 10 ans après, nous sommes rejetés au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Alors, pour vous, c'est véritablement lui, en tant qu'individu, le responsable du bannissement de la France? Alors, il hérite effectivement d'une situation qui est vraiment très mauvaise. Déjà, Barkhane, l'opération militaire française Barkhane est ensablée. Nicolas Sarkozy a fait la Libye. Et puis, il ne faut jamais oublier, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais l'intervention française en Côte d'Ivoire après un résultat électoral, ça a beaucoup contribué au ressentiment, au rejet de la politique étrangère française. Libye et Côte d'Ivoire. Donc, quand Emmanuel Macron arrive, le rejet de la politique française est déjà très très haut. Et les ambassadeurs, à ce moment-là, en 2017, alertent justement sur ce rejet de la politique française, que j'appelle bien rejet de la politique française et pas ressentiment anti-français, parce que c'est pas vrai. On a de très bons rapports avec les Africains, on peut aller, venir, on n'a jamais de problème en tant que Français. Ils font très bien la différence entre la politique française et le peuple français. Ça, c'est toujours, je le souligne toujours, parce que c'est très important de le souligner. Mais donc, en 2017, quand il arrive, les chancelleries alertent sur le rejet de la politique française et tout le monde attend que Emmanuel Macron, ce président jeune, disruptif, change les choses et retourne cette situation. Et au lieu de la retourner, il va, par ses attitudes, par ses discours, par ses ingérences, par énormément de choses, il va approfondir, il va encore creuser
le fossé qu'il y a entre les pays africains, les populations africaines et la politique française. Alors ça, c'est la relation entre effectivement la France et ces pays-là, mais aujourd'hui, donc des pouvoirs militaires dirigent le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils se sont même regroupés au sein d'une confédération et ils ont quitté la CEDEAO, l'équivalent de l'Union européenne dans cette zone de l'Afrique. Est-ce que c'est ça le résultat de la politique menée en France, c'est-à-dire la prise de pouvoir par ces putschistes, ou est-ce que c'était une dynamique propre à cette zone sahélienne? Non, je pense que c'est le résultat de l'échec sécuritaire. C'est-à-dire que au bout de 10 ans d'intervention française et d'intervention, d'ailleurs, il y avait aussi des Européens, les Américains, et de 10 ans de lutte contre le terrorisme, la situation sécuritaire n'a fait que se dégrader. Et forcément, on l'a remarqué dans l'histoire, hein, toutes les luttes contre le terrorisme aboutissent à des États faillis. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Aboutissent à des États faillis. C'est vraiment le verre est dans le fruit quand on commence à lutter contre le terrorisme et qu'on lutte contre les effets et qu'on ne lutte pas contre les causes. Et donc, forcément, après, avec la dégradation sécuritaire, les chefs d'État en place sont désavoués et viennent les militaires qui, dans un premier temps, donnent de l'espoir en disant eux vont reprendre les choses en main et eux vont ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire, ce qui ne s'est pas produit. Maintenant qu'ils sont seuls, ils ne font pas pire, encore que au Burkina c'est bien pire, mais l'armée française intervenait très peu au Burkina, il y avait juste les forces spéciales Sabre. Mais bon, là c'est plus lié à la personne d'Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé, mais sinon les Nigériens ne font pas pire que quand il y avait tout le monde. Les Maliens, c'est encore une autre problématique, mais voilà, on a toujours tendance à mettre toutes les jeunes dans le même panier, à essentialiser les juntes militaires. Elles sont très très différentes et ça dépend de qui commande. Alors de manière plus globale, est-ce que finalement, après 60 ans passés après les indépendances, il n'était pas temps quand même de liquider, alors soit ce que l'on a appelé la France-Afrique, soit des relations post-coloniales mal digérées? Alors ça, c'est, si vous voulez, la chose, on peut reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir liquidé justement ce néocolonialisme, puisque finalement les pays ont pris leur deuxième indépendance, si on peut le dire. Cela dit, c'était aussi le sens de l'histoire, c'est aussi la marche du monde, c'est aussi... vous voyez bien, avec les BRICS, les gens se tournent vers les pays vers les pays du Sud, etc. Donc je pense qu'il y a un vent là qui est en train de tout balayer, et c'est la marche de l'histoire. Et au fond, on sait très bien, ça s'est passé dans des conditions difficiles pour la France, on aurait pu l'éviter, mais c'est un stade de l'histoire, un moment de l'histoire qui était nécessaire. Alors, j'aimerais qu'on vienne un peu plus dans le détail. Donc, effectivement, par le pays, quelque part, socle, la matrice, c'est le Mali. Alors, quand on vous lit, effectivement, beaucoup de paramètres trouvent leur source dans l'intervention française en Libye en 2011, qui a déstabilisé la zone. Vous décrivez très bien comment les Touaregs, ce retour des Touaregs au Mali a déstabilisé et a revitalisé les mouvements indépendantistes du nord de la zone du Mali, dans la Zawad. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui va générer en fait ensuite l'origine de l'opération Serval? Alors, là, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, quand il y a l'intervention en Libye, les Touaregs qui travaillaient, si on peut dire comme ça, qui étaient dans la Légion verte de Kadhafi, s'en vont, lâchent Kadhafi,
là, pour des raisons, je pense que les services français ont dit aux Touaregs, lâchez Kadhafi, on vous promet des choses. Bon, c'est très obscur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que les Touaregs libyens et nigériens, maliens et nigériens, qui étaient dans la Légion verte de Kadhafi et qui protégeaient Kadhafi, qui faisaient partie de son armée prétorienne, sont rentrés au pays. Alors, au Niger, ça n'a pas posé de problème, puisque les Nigériens, depuis les années 90, avaient réglé leurs problèmes Touareg. Mais au Mali, le problème Touareg n'a jamais été réglé. Donc, cette arrivée de combattants armés, formés, bien équipés, a changé le rapport de force avec l'armée malienne. L'armée malienne s'est trouvée en difficulté. Et là-dessus, c'était un chaudron, le Nord Mali, parce que vous aviez les anciens du GIA algérien, qui étaient dans le Nord Mali, vous aviez ceux qu'on appelait les cantonnés, qui auraient dû être, lors d'un... c'était après un accord, qui aurait dû être remis dans l'armée malienne, qui n'avait pas été remis dans l'armée malienne, c'était à peu près 2000 hommes, donc vous aviez les cantonnés, vous aviez les anciens du GIA, vous aviez, et vous avez ce nouveau flux très bien équipé, avec toutes les armes qui arrivaient de Libye, parce que la Libye était un arsenal, et donc on s'est retrouvé avec un chaudron qui a complètement changé le rapport de force, avec une armée malienne qui était très faible à l'époque. Elle a pris du poil de la bête depuis, mais une armée malienne qui était très faible. Le rapport de force a été changé et c'est ce qui s'est passé, l'origine de Serval. Alors, du point de vue de la politique française, l'opération Serval, c'est quand même un incontestable succès. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais en 2013, la France réussit à reprendre les villes de Konna, Gao, Tombouctou face aux djihadistes et à organiser les élections du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les soldats français sont accueillis en libérateurs et François Hollande est aux anges. À ce moment-là, on a l'impression que la France reprend du poil de la bête, pour prendre votre expression. Oui, ben c'est toujours présenté, et c'est vrai, comme une grande victoire, mais c'est une grande victoire tactique. L'armée française avait une mission assez simple à ce moment-là, c'était récupérer des territoires. Donc le but, c'était, alors l'armée française qui a cette habitude et cette histoire de corps expéditionnaire a réalisé une prouesse. Les Américains n'y croyaient pas, personne n'y croyait. Ils ont été, c'est vrai, formidables. Ils ont repris parfois sans combattre, mais une fois repris, qu'est-ce qu'on fait? C'était ça. Oui, le but de guerre n'était pas... le but de guerre, c'était récupérer les territoires, et après... Et c'est l'après qui n'a pas été géré, et c'est l'après politique qui n'a pas été géré. Donc, il y avait la victoire parce qu'on a récupéré les territoires, mais les djihadistes, il y en a beaucoup qui ont été tués, mais ceux qui n'ont pas été tués, ils se sont disséminés un peu partout. Ils ont caché leurs armes avec des GPS. Et puis, une fois la grande opération Serval terminée, ils sont ressortis et ils ont changé de stratégie. Chaque fois qu'on emploie une stratégie avec eux, ils changent une autre. C'est des gens qui sont très, très adaptables, qui connaissent très, très bien la région, qui connaissent très bien les populations, qui connaissent très bien tout le tissu social, culturel, etc. Ce sont des autochtones. Il y a des étrangers parmi eux, mais dans l'État islamique. Mais en gros, dans le JNIM, les commandants sont des autochtones, ils connaissent très bien le truc, et ils ont changé de stratégie. Alors, est-ce que par effet miroir, la France n'a pas aussi changé de stratégie, puisqu'on a transformé cette opération Serval dans un dispositif Barkhane, qui, du coup, englobe le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad et la Mauritanie? Oui, mais ça, c'était... on crée Barkhane pour des raisons techniques, je dirais. C'est déjà des cerveaux chauffent, et on crée Barkhane pour regrouper toutes les opérations françaises existantes.
D'accord. Donc c'est vraiment une usine à gaz qui avait aucun intérêt opérationnel, mais alors aucun. C'était le commandement était à 1000 km, et puis les problèmes du Tchad sont pas ceux du Mali. La Mauritanie était englobée dans cette histoire alors que la Mauritanie n'a pas de problème de terrorisme depuis 2011. Donc ça c'était vraiment une approche technocratique de l'armée française pour s'arranger et pour regrouper ses bases. Mais on remarque, et ça c'est très intéressant, c'est que au moment où se crée Barkhane, les djihadistes ne sont que dans l'Azawad. Et en fait, ils vont se déplacer ils vont suivre l'opération Barkhane en quelque sorte. Que par la France est le propagateur de... Alors la France n'est pas le propagateur, mais ça joue comme un aimant parce qu'il y a il y a une propagande qui dit on va combattre l'armée française, on va combattre le colonisateur, on va combattre l'ancien colonisateur, etc. Donc du coup, le Niger et le Burkina, qui n'avaient pas de phénomène djihadiste, ont aussi eu des phénomènes djihadistes. Alors il y a quelque chose que vous décrivez très bien. Au Mali, l'armée a quand même de fortes difficultés à prendre sa place face aux forces du Nord. Et il y a un phénomène qui, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé très bien présenté dans les médias, c'est le rôle des milices armées au Mali. On a amplement parlé de Wagner, évidemment, par la suite, mais vous évoquez un autre phénomène. Quelle est cette pratique et quelles sont ses conséquences? Alors, sur les milices armées, c'est un phénomène que j'ai bien suivi, et je pense que ça a été une des grandes erreurs de la France. Pour moi, c'est de ne pas avoir conditionné son aide à l'arrêt de ces milices. Donc elles sont payées par le gouvernement. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais en fait, le gouvernement malien a, depuis l'indépendance, hein, il a toujours utilisé des milices. En parallèle de l'armée, quoi. En parallèle de l'armée, pour commettre ce que l'armée ne peut pas commettre. Et les milices maliennes, dont Dana Bassagou, ont été créées en sous-main par le gouvernement malien. Et ces milices commettent des massacres, commettent des exactions contre des populations, et ces milices sont ethniques. Faut le dire, parce que ça compte et c'est important. Dans la Bassagou, c'était beaucoup les Dogons. Et donc, comme ce sont des milices ethniques, ils commettent des exactions sur notre ethnie, notamment là, c'était sur les Peuls. Et donc, ça crée un espèce de cercle vicieux où, pour se venger, les Peuls vont rejoindre les djihadistes et on ne peut pas se sortir de ça. Et on l'a bien vu. Alors ça, sur le Mali, c'est presque culturel chez eux. Ils ont eu Gandakoy, Ganda Izo, après ils ont eu Dana Bassagou. Au Burkina Faso, c'est à l'arrivée de Marc Christian Kaboré qui crée cette milice Koglo-Ego et qui va commettre aussi des massacres de très grande ampleur. Notamment le 1er janvier 2019, l'attaque de Yirgou, ça a été le massacre de 200 personnes, 210 personnes à Yirgou. Et là, encore, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que les Peuls, se sentant attaqués, vont rejoindre les djihadistes pour se sécuriser, pour sécuriser leur communauté, pour se venger, puisqu'il n'y a pas de justice, c'est aussi le manque de justice. Et donc, c'est un cercle infernal dont d'ailleurs le Burkina ne sortira pas. Je veux dire, tant que... parce qu'après les Koglo-Ego, ils ont créé les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont aussi des civils qu'on a armés. Et ces civils sont les premières cibles des djihadistes déjà. Et il y a beaucoup de morts au sein des VDP, mais aussi ces VDP ont commis énormément de massacres. Donc voilà, c'est un cercle vicieux dont on ne sort pas. Et moi j'ai alerté très tôt sur les milices,
Et je pense que c'est quelque chose que la France n'a pas vu ou a vu très tard, parce qu'il y a aussi un manque de connaissance du terrain, etc. Et ça a été, à mon avis, une erreur de ne pas avoir conditionné son aide. Parce que tant que vous pouvez mettre 5000 soldats français, 10 000 soldats français, 20 000 soldats français sur le terrain, tant qu'il y aura des milices, vous n'arriverez pas à recréer de la stabilité, de la sécurité et la paix. Et en l'occurrence, donc l'arrivée de Wagner par-dessus, c'est une solution ou c'est encore un mal supplémentaire? Alors, l'arrivée de Wagner, il y a deux époques dans Wagner. Il y a la première époque du temps de Prigojine, où Wagner, c'est une société militaire privée, comme il y a eu des tas de sociétés militaires privées, qui est donc, elle est là pour l'argent et elle est aux ordres du pouvoir. Wagner fait ce que l'État malien lui demande, puisque c'est l'État malien qui paye. Donc, si l'État malien décide que Wagner doit l'aider à aller tuer des Touaregs ou des Peuls parce qu'ils ne veulent pas la paix, et ben Wagner va pas le gêner. Oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, après Prigojine, les gens de Wagner sont devenus, ont perdu tout lien avec la Russie. Et donc, c'est vraiment des mercenaires à la solde de l'État malien. Et si l'État malien décide de créer une politique de la terreur vis-à-vis des Peuls, vis-à-vis des Touaregs, comme ce qui est en train de se passer actuellement dans l'Azawad, il se sert de ces miliciens qui sont sans foi ni loi. Il faut quand même ce que les militaires de Wagner ont fait dans le Nord Mali ces derniers mois, j'entends des choses que je ne pourrais pas raconter tellement c'est indicible. Alors, à propos de ces difficultés, l'année 2019 a été une année terrible au Mali. Plus de 4000 civils militaires ont péri, 2 millions de personnes ont été déplacées. À ce moment-là, on est en 2019, les gens dans les cafés de Bamako s'interrogent. C'est quand même fou, l'armée française est présente et on n'arrive pas à stabiliser finalement ce qu'on appelle des terroristes dans leurs tentes, etc. Il me semble qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron tente de reprendre la main, il convoque un sommet à Pau. Pourquoi est-ce que d'après vous, c'est un moment de bascule dans cette histoire ? C'est un moment de bascule parce que la façon dont il convoque le sommet de Pau, par la manière, d'abord où il le fait au sommet de l'OTAN, ce qui n'était pas le lieu pour organiser une réunion avec les chefs d'État du Sahel, avec les 5 chefs d'État sahéliens, et il le fait de telle manière que c'est une injonction. Je veux qu'il clarifie, etc. C'est une injonction, donc ça choque tout le monde. Ça choque les chefs d'État, mais ça choque aussi les populations. Et en 2019, vous venez de le rappeler, la situation est catastrophique d'un point de vue sécuritaire. Donc un chef d'État français qui n'obtient pas de résultats et la population sur le terrain, la population voit bien que les choses s'aggravent. Et de toute sa hauteur, qui convoque des chefs d'État en leur disant « je vous convoque à Pau », parce qu'à ce moment-là, les 13 Français venaient de mourir dans l'accident d'hélicoptère. Il y a eu beaucoup de personnes de cette région de Pau, oui. Voilà, donc il les convoque à Pau, mais en même temps que la France a perdu 13 de ses militaires, pendant ce temps, les Maliens avaient perdu 200 ou 300 militaires, les Nigériens en avaient perdu tout autant. Avec les massacres qui avaient eu lieu dans les casernes. Donc, c'est un moment très compliqué, très difficile. Et Emmanuel Macron le gère comme il gère toujours les situations compliquées, et il le gère d'une manière très autoritaire. Et ça passe pas. Ça passe pas parce qu'en plus, on n'a pas de résultat. Et les chefs d'État africains trouvent une pirouette pour sortir du piège.
Alors, ils essayent de trouver une pirouette pour sortir du piège, ça je le raconte dans le livre, ils décident de ne pas se rendre à Pau et de faire un sommet à Niamey la veille Rendant du les sommet choses de Pau. impossibles. Et finalement, il y a un chef d'État qui va aller tout raconter à Macron. Donc, Emmanuel Macron va changer la date du sommet et ils seront obligés d'y aller. Mais ça, c'est un moment terrible parce que voir ces chefs d'État qui se rendent à la convocation, ça a été vécu d'une manière, ça a été vécu vraiment d'une manière humiliante par les populations et ça a démonétisé les chefs d'État au plus fort Vis-à-vis de leur peuple. vis-à-vis de leur peuple au moment le plus dur de leur histoire. Donc après viennent les coups d'État, c'est pas, ça les a vraiment affaiblis. Alors, l'Afrique, finalement, on peut considérer que c'est assez loin de l'Europe pour traiter de l'Europe. Mais pourtant, dans l'esprit du chef de l'État, ce n'est pas très grave. Il a voulu mettre en mouvement la fameuse défense européenne avec le Sahel. Donc c'est en mettant en place la task force Takuba. Florence Parly en a été l'émissaire auprès de ses homologues européens. C'est assez inattendu de prendre ce terrain-là comme sujet de concrétisation de la défense européenne. Est-ce que finalement c'était un pari, mais ça pouvait marcher? Alors, il y a deux choses. Si vous voulez, Emmanuel Macron a toujours voulu européaniser la guerre au Sahel parce qu'il sentait bien qu'il était en difficulté et il aurait bien aimé partager les dividendes de la défaite. Et ça, les Européens l'ont bien compris, et surtout les Allemands qui ont été les premiers à le comprendre. Donc, il y avait cette question-là, il y avait la question aussi de l'argent, parce que Barkhane coûtait quand même, bon an, mal an, 900 millions, 1 milliard d'euros à la France. Donc, partager aussi les dividendes, pour le coup. Et puis donner une impulsion à son grand discours de la Sorbonne sur la défense européenne. Donc il y avait tout pour que cette task force lui plaise. Et puis il adore les task force, il adore les coalitions, il essaye de faire des coalitions tout le temps qui ne marchent jamais, mais il essaye encore. Et donc il monte cette opération qui était une coalition de forces spéciales européennes qui devait accompagner les militaires maliens au combat. Alors ça va prendre un temps fou, évidemment la défense européenne ça ne marche pas, et ça ne marchera je pense jamais, et on va finir par arriver à planter un drapeau Takuba à Ménaka, mais il y aura quoi, maximum 10 pays européens. Après de longues négociations, de marchands de tapis, etc. Les Belges, ils ont mis un soldat, un officier, un officier. avec les Italiens, les Allemands n'ont pas voulu, les Anglais n'ont pas voulu. Alors après, il y avait les Roumains, mais en échange, nous, on allait en Roumanie. Il y avait les Lituaniens, les Tchèques, je crois aussi, bon, les Suédois. Et finalement, ça a coûté un pognon de dingue. Et je crois qu'ils ont dû partir au combat 3 fois avant de fermer boutique, puisque l'armée française partait. Parce qu'en plus, la difficulté de cette affaire-là, c'est que c'était une coalition européenne sous commandement français. Et donc, les Allemands, c'était inconcevable pour les Allemands d'être dans une coalition dirigée par les Français. Alors quand même, l'Europe s'invite dans ce territoire-là, puisque enfin, vous avez analysé ce point-là. Cet été, il me semble que l'Ukraine a apporté son soutien aux rebelles du Nord, donc comme pour faire contrepoids à Wagner ou Afrika Korps, puisque ça s'appelle comme ça maintenant. Alors, les Ukrainiens, c'est très bizarre cette histoire, parce que les Ukrainiens se sont dit on va combattre les Russes en Afrique. Il faut quand même savoir, il faut quand même se rappeler de ce qui se passe.
quand il y a le déclenchement de la guerre en Ukraine le 22 février 2022, oui. 2022, l'OTAN, les Ukrainiens et l'OTAN pensent que la Russie va être isolée. Et il y avait toutes les sanctions financières et il y avait l'isolement de la Russie qui était, excusez-moi, qui était manifeste au départ. Manifeste au départ. Mais finalement, à cause de l'Afrique, cet isolement n'a pas eu lieu, parce qu'il faut revoir le vote de mars 2022 aux États-Unis qui condamnait une résolution de l'ONU qui finalement n'a pas été votée par les pays africains. Très peu, je crois, c'est 28 sur 55. Et donc, l'Afrique a été en partie, il n'y a pas eu que l'Afrique, mais en partie a empêché l'isolement de la Russie. Et c'est une partie de la défaite ukrainienne. Donc, les Ukrainiens se sont dit on va combattre les Russes en Afrique. Donc, ils ont été combattre au Soudan, puisqu'il y avait des gens de Wagner qui soutenaient une des parties au conflit, qui soutenait Hemeti. Donc, ils ont été dans le camp d'en face pour combattre Wagner. Maintenant, le camp d'en face est avec les Russes et les Iraniens, mais donc les Ukrainiens combattent avec les Russes et les Iraniens. Ça, c'est le nouveau monde tel qu'il est aujourd'hui. Et puis là, ils ont eu l'opportunité, comment se sont faites. Je crois savoir, mais je ne sais pas assez pour le dire, mais de rentrer en contact avec le CSP, c'est-à-dire les rebelles Touaregs du nord du Mali, Touaregs et Arabes du nord du Mali, et les aider pour combattre le gouvernement de Bamako. Mais ça paraît fou parce que, on voit tous les jours les images des soldats ukrainiens qui sont un petit peu à la peine face à la Russie. Beaucoup à la peine. Et ils ont quand même des effectifs surnuméraires pour aller combattre en Afrique. Alors, au Soudan, ils ont envoyé des forces spéciales qui ont fait du bon boulot. Donc ça, c'est assez curieux parce qu'on s'imagine que les forces spéciales ukrainiennes seraient plus efficaces en Ukraine en ce moment. Au Mali, je crois qu'il n'y a eu que des instructeurs, des formateurs ou des gens qui sont... les Touaregs maliens sont partis se former en Ukraine, je crois, au maniement des drones. Et il y a eu des formateurs, mais il n'y a pas eu à ma connaissance, il n'y a pas eu de militaires ukrainiens sur le terrain malien. D'accord. Alors bon, dans votre livre, vous décrivez très bien la succession des coups d'État, des putschs qui se sont succédés sur ce territoire, le Mali, le Tchad, en tout cas dans la succession d'Idriss Déby, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, où la France a voulu déclencher une intervention militaire. Ce que je trouve amusant, enfin si on peut dire ça, c'est... la similitude d'exécution dans la prise de pouvoir dans ces pays. Assimi Goïta au Mali en 2020-2021, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, puis Ibrahim Traoré au Burkina Faso en 2022, et enfin le général Tchiani au Niger en 2023. Est-ce qu'il se passe le manuel du parfait putschiste pour avoir une telle, on va dire, similitude d'exécution dans cette prise de pouvoir ? Non, ça correspond au coup d'État, comme il y en a eu beaucoup, je pense en Afrique, depuis les indépendances. Je pense pas, parce qu'en plus, chaque coup d'État a été très différent. Si vous regardez au Niger, il s'est rien passé, puisque c'est le chef de la garde présidentielle qui a juste enfermé le président. Donc il n'y a pas eu un coup de feu, il n'y a rien eu. Au Mali, je pense qu'il y a eu la collaboration des services de renseignement lors du premier coup d'État d'août 2020. Au Burkina Faso, c'est encore plus ambigu, mais ça a été plus compliqué pour le premier coup d'État.
Le deuxième coup d'État, Ibrahim Traoré, a été assez malin parce qu'il y avait vraiment confrontation entre les gars d'Ibrahim Traoré et ceux de Damiba. Et Traoré a dit la France soutient Damiba, donc c'était fini, Damiba avait perdu. Donc c'est des modes opératoires qui sont très différents. Alors, je note quand même qu'il n'y a aucun de ces coups d'État qui n'a été sanglant. Il n'y a pas eu, au Niger, il n'y a pas eu une goutte de sang versé. Au Mali, à ma connaissance, non plus. Et au Burkina, non plus. Peut-être, on cache toujours les morts lors des coups d'État. Peut-être y en a-t-il eu 2 ou 3 sur les 2 coups d'État au Burkina Faso. Mais en tout cas, la population Niger, ne s'est pas soulevée pour défendre les chefs d'État en place, quoi. Et la population, le coup d'État au Niger a été soutenu par la population, d'autant plus que la CEDEAO et la France ont promis la guerre, ont promis des sanctions. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez rendre une junte populaire, prenez-vous-y comme ça. Alors justement, j'aimerais qu'on passe un instant là-dessus, c'est-à-dire le cas du Niger, donc coup d'État à Niamey en juillet 2023, c'est ce que vous appelez dans votre livre la chute finale. Les coups d'État précédents, bon, bah, finalement la France a géré, mais bon, finalement n'a pas énormément réagi, alors que là, face au général Tchiani qui prend le pouvoir, on a l'impression que c'est le coup d'État de trop. La France va prendre le parti de l'intransigeance et quelque part s'acharner toute seule. Oui, bah, la France ne réagit pas au Burkina comme au Mali lors des premiers coups d'État parce que ça l'arrange. Parce que ça se passait de plus en plus mal avec Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, ça se passait très mal aussi avec Marc Christian Caboret, donc la France ne réagit pas parce que ça l'arrange. La France réagit très très mal lors du coup d'État au Niger parce que Mohamed Bazoum était considéré comme l'atout de la France au Sahel. Donc c'est ça qui a fait réagir la France. C'est pas le coup d'État en plus, c'est parce qu'on perd notre atout. Et d'ailleurs, les conseillers de l'Élysée désignaient Mohamed Bazoum comme par ces mots, c'est notre atout dans le Sahel. Et donc la France réagit très très mal parce qu'elle veut absolument remettre Mohamed Bazoum en place. Ce qui est, et c'est là où on ne comprend pas d'ailleurs Emmanuel Macron et ses quelques conseillers, parce que en général, au bout de 48 heures, une fois que après le putsch, on dit que le coup d'État est consommé. Les anciens présidents ne remontent pas sur leur... Et si vous pouvez le faire par la guerre, ça aurait été d'une stupidité. Et plus la France insistait pour que Mohamed Bazoum revienne, et plus la junte était populaire, et plus la CEDEAO insistait et mettait des sanctions. Quand même, le Niger est un pays... très enclavé en fait. Est un pays enclavé, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Lui imposer les sanctions qui lui ont été imposées par la CEDEAO à ce moment-là, c'était d'une stupidité sans nom, quoi. Et donc, toute la population s'est soulevée pour soutenir ce coup d'État, d'autant que ce coup d'État arrivait après l'élection de 2021, qui n'avait pas été jugée ni libre, ni crédible, ni transparente par les Nigériens. Donc c'était le retour d'une élection mal passée. Voilà. Donc, un dernier pays de cette zone sahélienne qui finalement aujourd'hui peut apparaître comme un pôle de stabilité, c'est le Tchad. Alors vous allez peut-être nuancer, mais bon, en avril 2021, donc le maréchal et président Idriss Déby meurt dans un contexte de combat. Son fils a pris la succession en un temps record, vous le décrivez très bien. Finalement, la France se précipite pour adouber le fils Déby. Comment expliquez-vous cette attitude-là pour garantir ce pouvoir? Bon, je pense qu'il y avait la peur. Il y avait la peur que le Tchad tombe, il y avait la peur des clans, il y avait la peur
des ingérences étrangères, et donc on fait très vite, quoi. On fait très vite pour essayer de stabiliser, et on ne réfléchit pas, c'est une politique de court terme, on ne réfléchit pas au moyen et long terme. C'était une réaction, voilà. D'ailleurs, Emmanuel Macron, aux obsèques d'Idriss Déby, le dit: je ne laisserai personne déstabiliser le Tchad. Alors parlons de l'avenir. En février 2024, Emmanuel Macron a nommé un envoyé personnel. Ce libellé est tout un programme. Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la Coopération, pour tenter de redéfinir la présence française sur le continent. Il doit produire cet automne des recommandations dont certaines ont fuité. Comment appréhendez-vous cette mission et les perspectives qui se dessinent? Alors, je pense que Jean-Marie Bockel a fait son temps déjà, parce que lorsqu'il va au Tchad, et lorsqu'il se rend au Tchad, ça doit être en mai 2024, il fait une grande déclaration, c'était avant les élections, où Mahamat Déby s'est fait réélire, et il dit, alors qu'il venait d'y avoir l'assassinat d'un opposant, que le régime en place avait détruit le siège du parti politique, de l'opposition, oui. De l'opposition. Et Jean-Marie Bockel dit toute son admiration pour la transition. Là, il s'est un peu brûlé les ailes, et je pense que sa mission est avortée, à mon avis. Hein. On va voir ce que le temps va donner, d'autant que il devait négocier les formats, quel pays voulait, et je pense que tout ça est plus ou moins déjà fait, et donc voilà, je pense qu'il a fait son temps. Alors Leslie Varenne, de manière plus large, à travers des livres d'investigation, vous êtes intéressé à la Côte d'Ivoire dont on parlait tout à l'heure, au rôle d'entreprise EADS ou encore au parcours de Ségolène Royal. Quel est finalement le fil conducteur de vos investigations? Qu'est-ce qui vous mobilise? Ah, c'est intéressant cette question. J'adore prendre des sujets que je ne connais pas. Ségolène Royal, c'est un peu un accident de l'histoire, mais j'avais fait avant, mon premier bouquin c'était sur la CADES, c'était la société qui gère la CRDS. Et donc j'adore prendre de nouveaux sujets que je ne connais pas, et puis j'apprends, etc. Et c'est pour ça que j'ai suivi la Côte d'Ivoire, j'ai fait un livre sur la guerre en Côte d'Ivoire. Et après, bien sûr, c'était la même zone. Et le Sahel, j'en ai pas fini parce que j'apprends toujours et c'est tellement compliqué que je crois que ça va me prendre encore un certain temps. Voilà. Bon, alors être journaliste d'investigation, notamment dans des pays non démocratiques, qu'est-ce que ça donne comme style de vie? Quelles précautions prenez-vous? Comment vit-on en tant que journaliste d'investigation dans ces pays-là? Écoutez, alors d'abord, j'ai pas plus le sentiment d'être dans un pays non démocratique dans ces pays-là qu'en France, parfois, vous voyez. Non, moi je fonctionne beaucoup sur le terrain et beaucoup avec mes contacts. Donc j'arrive, j'ai toujours des amis, souvent je vais loger chez les amis. Donc j'arrive, je suis un peu chez moi, voilà, et je travaille surtout avec la population. C'est vraiment, c'est parmi la population que j'ai des contacts, parce que c'est eux, en général c'est la population qui se prend les bombes sur la tête. Donc eux ils savent mieux que tout le monde. Donc en général je pars du bas et je monte pour avoir plus d'infos, mais donc bon, ça me pose pas de problème. Y a des pays là en ce moment où je n'irai pas, comme au Burkina Faso, mais je serais ravie d'aller au Mali, au Niger, voilà.
Ok. Alors, Leslie Varenne, nous avons une question rituelle à la fin de ces interviews autour de votre vocation. Si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec la jeune Leslie que vous étiez à 18 ans. Je ne sais pas si à 18 ans vous aviez la vocation de ce que vous avez fait. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous? Elle est serrée, votre question. Hein. Mais, tu t'es quand même bien débrouillée, ma fille. Leslie Varenne, merci.